Elle était enceinte de 9 mois, assise sur un trottoir froid, regardant des dizaines de personnes passer devant elle comme si elle était invisible. Son petit ami musique ne s'est jamais montré. Son téléphone était mort. Ses contractions étaient espacées de 3 minutes. Et pas une seule personne de musique s'arrêterait pour aider. Jusqu'à ce qu'un étranger dans une veste simple s'arrête et pose 4 simples musiques-mots. À quelle distance? Elle n'avait aucune idée que cet étranger était un milliardaire. Elle n'avait aucune idée que sa propre sœur avait prévu de détruire sa vie pendant 5 ans. Et elle n'avait aucune idée que tu dois me dire où tu l'as cachée, Rachel. Je sais que tu sais où elle est et t'es payé pour la trahir. Ils vont me tuer. C'est l'histoire d'une femme qui a tout perdu. Sa fille, sa maison, sa réputation, sa liberté. Et ceci. Musique et comment elle s'est battue. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui se passe ensuite changera la façon dont vous pensez à la confiance, à la famille et à la survie. Leçons et déclarations de valeur. Avant de commencer, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cette histoire est plus qu'un divertissement. C'est un rappel que les gens qui sont censés nous aimer peuvent parfois nous faire le plus de mal. C'est la preuve que vous pouvez survivre à la trahison, aux fausses accusations et à l'humiliation publique. Et c'est une leçon que votre passé ne définit pas votre futur. Si vous vous êtes déjà senti seul, abandonné ou invisible, cette histoire est pour vous. Si vous avez déjà fait confiance à la mauvaise personne, cette histoire est pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez assez fort pour survivre au pire jour de votre vie, cette histoire vous montrera que vous l'êtes. Le sens de cette histoire est simple. La vérité n'est une arme que lorsque vous en avez peur. Une fois que vous arrêtez de vous cacher, une fois que vous assumez votre histoire, personne ne peut l'utiliser contre vous. Ils disent que Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez supporter. Debout sur ce trottoir, des contractions déchirant mon corps comme des éclairs, regardant personne après personne me contourner, comme si je n'étais rien de plus qu'un morceau de déchet que quelqu'un avait négligemment jeté. J'ai pensé que peut-être Dieu m'avait confondu avec quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus courageux, quelqu'un qui n'avait pas déjà été brisé tant de fois qu'elle en avait perdu le compte. Mon nom est Lena Marshall. J'ai 32 ans. Et c'est l'histoire de comment j'ai perdu tout ce que je croyais savoir, découvert qui j'étais vraiment, et appris que parfois les gens qui vous sauvent ne sont pas ceux qui portent des capes ou montent des chevaux blancs. Parfois, ce sont de parfaits inconnus qui passent en voiture au bon moment. Et parfois, les gens qui vous détruisent, qui déchirent votre vie pièce par pièce avec une précision chirurgicale, sont ceux qui étaient censés vous aimer le plus. Cela a commencé un mardi après-midi fin septembre. Le genre de journée d'automne parfaite qui vous fait croire que de bonnes choses sont possibles. Des feuilles dorées dansant dans une douce brise. La lumière du soleil chaude sur votre peau. L'odeur de quelqu'un quelque part brûlant des feuilles. Cette odeur nostalgique qui me rappelait toujours les brèves années heureuses avant la mort de mes parents. J'étais enceinte de 9 mois, assise sur un banc en bois devant le cabinet de mon obstétricien, attendant Marcus, mon petit ami de 2 ans, le père de ma fille à naître, l'homme qui m'avait regardé dans les yeux il y a 6 mois et avait promis que tout allait être différent maintenant, qu'il allait être différent, que nous allions être une vraie famille. Il était censé venir me chercher il y a 2 heures. 2 heures, 120 minutes à regarder d'autres femmes enceintes sortir en se dandinant du bâtiment de bureau, monter dans des voitures en attente conduites par des partenaires attentifs et disparaître dans leur petite vie heureuse. 120 minutes à vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle, à regarder la batterie se vider de 30 pour 15 à 5 à rien. Mon téléphone est mort quelque part vers la marque des 90 minutes. Le chargeur était dans la voiture de Marcus, la voiture qui n'était pas là, qui n'avait jamais été là, qui était probablement garée devant un bar ou un casino ou partout où Marcus allait quand il disparaissait pendant des heures sans explication. J'avais $347 dans ma poche. Pas assez pour un taxi,
Pas assez pour quoi que ce soit vraiment, et aucun moyen d'appeler qui que ce soit parce que mon téléphone était aussi mort que ma foi en l'homme qui était censé être là. La première contraction m'a frappé comme un train de marchandises à exactement 16h17 de l'après-midi. Je connais l'heure parce que je venais de regarder l'horloge sur le bâtiment d'en face, me demandant si je devais essayer de marcher jusqu'à l'arrêt de bus à 6 pâtés de maison ou simplement rester assise ici jusqu'à ce que Marcus se souvienne enfin qu'il avait une petite amie enceinte. La douleur a commencé dans le bas de mon dos, une douleur sourde qui s'est rapidement transformée en quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle s'est enroulée autour de toute ma section médiane, serrant, se tendant, exigeant de l'attention. J'ai serré le bord du banc si fort que mes jointures sont devenues blanches, respirant à travers cela comme les cours prénataux m'avaient pris. D'accord, c'est bon. Braxton Hicks, faux travail, contraction d'entraînement. Cela arrivait tout le temps dans les dernières semaines de grossesse. Les livres le disaient tous. Les médecins le disaient tous. Rien à s'inquiéter. Juste mon corps se préparant pour la vraie chose. J'irai bien. J'avais juste besoin de respirer. J'avais juste besoin d'attendre. J'avais juste besoin que Marcus se montre. La deuxième contraction est arrivée 4 minutes plus tard. Celle-ci était pire, plus longue, plus intense. Une vague de pression et de douleur qui m'a fait me plier en deux sur le banc. Une main appuyée contre mon énorme ventre, l'autre serrant les lattes de bois sous moi. Une femme passant a jeté un coup d'œil à moi, a légèrement froncé les sourcils et a continué à marcher. Elle portait des chaussures chères, des semelles rouges. Je me souviens d'avoir pensé que ces chaussures coûtaient probablement plus de 3 mois de mon loyer. À la troisième contraction, je savais que ce n'était pas un faux travail. Ce n'était pas un entraînement. C'était la vraie chose. Et cela se passait dans ce moment, ici même sur un trottoir en centre-ville sans téléphone, sans transport, sans argent, et absolument personne ne venait m'aider. J'ai réussi à me lever en pensant que je pouvais peut-être marcher jusqu'à l'hôpital. Ce n'était qu'à 6 pâtés de maison. J'avais marché, disons, 6 pâtés de maison 1000 fois auparavant. J'étais jeune et en bonne santé et forte. Je pouvais le faire. J'avais survécu à des choses pires qu'une marche de 6 pâtés de maison. J'ai fait un demi-pâté de maison avant que mes jambes ne lâchent. Le béton était froid à travers ma fine robe de maternité. La bleue pâle avec les petites fleurs blanches que Marcus avait dit me rendait jolie. Je me souviens avoir regardé les chaussures des gens qui passaient, des talons coûteux claquant sur le trottoir, des baskets traînant sans ralentir, des chaussures de ville, des chaussures de course, des sandales, des bottes, des dizaines de paires de pieds, des centaines de pas, et pas un seul ne s'arrêtant. Je n'étais pas invisible. Cela aurait été plus facile d'une certaine manière. Les personnes invisibles n'existent pas. Et si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas être ignoré. Non, j'étais quelque chose de pire qu'invisible. J'étais incommode. J'étais un problème que personne ne voulait gérer. J'étais une femme enceinte assise sur un trottoir sale en détresse évidente. Et chaque personne qui passait devant moi a fait un choix conscient de continuer à marcher. Un homme d'affaires en costume gris a en fait enjambé mes jambes étendues sans ralentir. Une autre contraction a frappé. 3 minutes cette fois, peut-être moins. La douleur montait chaque vague plus haute que la dernière. Et je commençais à paniquer. Vraiment paniquer d'une manière que je ne m'étais pas permise de ressentir depuis l'âge de 8 ans. Et un policier a frappé à notre porte pour me dire que mes parents ne rentreraient jamais à la maison. J'ai appelé une femme en veste rouge. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis en travail. » Elle a fait semblant de ne pas m'entendre et marché plus vite, a disparu au coin sans regarder en arrière. J'ai tendu la main vers un homme avec une mallette, ma main tremblant, ma voix se brisant. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. » Il a contourné ma main tendue comme si j'étais un morceau de poubelle sur son chemin. Un obstacle mineur entre lui et où qu'il allait. Les larmes sont venues alors, pas des sanglots dramatiques, pas le genre de pleurs que l'on voit dans les films,
où l'actrice parvient d'une manière ou d'une autre à être belle même dans son moment le plus sombre. Juste des larmes silencieuses roulant sur mon visage, se mêlant à la sueur qui avait commencé à perler sur mon front. Je me suis assise sur ce trottoir froid et sale, une main sur mon ventre, où ma fille luttait pour venir au monde, l'autre appuyée à plat contre le béton, et je me suis demandé si c'était ça, si c'était comme ça que mon bébé allait naître. Sur un trottoir sale, entouré de gens qui ne pouvaient pas être dérangés pour aider, entouré de chaussures chères et de regards détournés dans la cruauté particulière de l'indifférence. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix. À quelle distance? J'ai levé les yeux, plissant les yeux contre le soleil de fin d'après-midi. Un homme était accroupi devant moi, son visage partiellement silhouetté par la lumière derrière lui. John, une veste grise simple qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Des cheveux bruns qui avaient besoin d'être coupés, légèrement en désordre, comme s'il avait passé ses mains dedans. Des yeux qui semblaient fatigués mais gentils, avec une sorte d'ombre profonde qui suggérait qu'il n'avait pas bien dormi. Quoi? Ma voix est sortie comme un croassement. Râpeuse de pleurer, râpeuse des contractions qui me coupaient de plus en plus le souffle à chaque minute qui passait. Les contractions, dit-il, sa voix calme et posée, comme si nous avions une conversation parfaitement normale et non accroupie sur un trottoir sale pendant que j'entrais en travail. À quelle distance sont-elles? 3 minutes, peut-être 4, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Il a hoché la tête une fois, un mouvement rapide et décisif qui m'a d'une manière ou d'une autre fait sentir que tout allait bien se passer. Comme si cet étranger qui était apparu de nulle part savait exactement quoi faire. Pouvez-vous marcher si je vous aide? Je ne sais pas, j'ai essayé, je suis tombé. C'est bon, nous allons trouver une solution. Ma voiture est juste là. Il a pointé une Honda Accord garée au bord du trottoir à environ 20 pieds de distance. Rien de fantaisiste, un peu sale. Une voiture parfaitement ordinaire qui me semblait le salut à ce moment-là. Il m'a aidé à me lever, un bras enroulé solidement autour de ma taille, prenant la majeure partie de mon poids, comme si je ne pesais rien du tout. Il était plus fort qu'il n'y paraissait. L'étranger dans sa veste simple, stable, solide, le genre de présence qui vous faisait vous sentir ancré quand tout le reste tournait hors de contrôle. « Comment vous appelez-vous? » a-t-il demandé alors que nous nous dirigions vers sa voiture. « Lena Marshall. Enchanté, Lena. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Moi aussi. » Une autre contraction a commencé à monter et j'ai attrapé son bras avec ma main libre, serrant assez fort pour laisser des ecchymoses. Il n'a pas bronché, ne s'est pas retiré, a juste continué à nous faire avancer un pas lent à la fois, me parlant de cette voix calme et posée. Respirez, par le nez, par la bouche. Vous vous débrouillez très bien, juste quelques pas de plus. Il a ouvert la portière passager et m'a aidé à monter, bouclant ma ceinture de sécurité avec des mouvements rapides et efficaces. J'ai remarqué ses mains, alors des mains fortes, des ongles propres, une montre simple à son poignet gauche. Rien de cher, rien de tape à l'œil, pas d'alliance. Il s'est installé au siège conducteur et a démarré la voiture. Je vous emmène à St. Mary's. C'est l'hôpital le plus proche avec une bonne unité de travail et d'accouchement. Ça vous va? J'ai hoché la tête, incapable de parler, alors qu'une autre vague de douleur montait et se brisait. Bien, nous serons là dans environ 10 minutes. Peut-être moins si la circulation coopère. Il s'est inséré dans le trafic et j'ai réalisé quelque chose qui m'a presque fait rire malgré tout. Il conduisait comme une grand-mère sous sédatif, prudent, précautionneux, utilisant son clignotant à chaque intersection, s'arrêtant complètement au panneau stop, cédant le passage aux piétons avec une courtoisie patiente. Je voulais lui crier que j'étais en travail, que chaque seconde comptait, que c'était littéralement une question de vie ou de mort. Mais une autre contraction a frappé
Et tout ce que je pouvais faire était de serrer son accoudoir si fort que j'ai laissé des marques d'ongles dans le cuir. Il a jeté un coup d'œil aux dégâts que je faisais à l'intérieur de sa voiture et a dit d'un ton complètement impassible: « J'allais vendre cette voiture de toute façon. » J'ai ri. Que Dieu me vienne en aide. Au milieu du travail, en route pour l'hôpital avec un parfait inconnu, j'ai ri. Ça faisait mal. Tout faisait mal, mais rire était mieux que pleurer. Je suis désolé pour votre accoudoir, ai-je réussi entre deux respirations. Ne le soyez pas. Il avait besoin de caractère de toute façon. Trop immaculé. Les gens commençaient à penser que je n'utilisais pas ma voiture, en fait. Vous faites toujours des blagues quand des étrangers entrent au travail sur votre siège passager? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça arrive. J'improvise. Malgré tout, j'ai souri. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de calmant et de réel et d'étrangement réconfortant. Il ne prétendait pas que ce n'était pas terrifiant. Il ne me servait pas de platitude vide sur le fait que tout irait bien. Il était juste là, présent, faisant ce qui devait être fait avec une sorte de compétence tranquille qui était plus rassurante que n'importe quelle quantité de faux optimisme. « Merci », ai-je dit, « de vous être arrêté. Personne d'autre ne s'arrêterait. » Il est resté silencieux un instant, les yeux sur la route, les mains fermes sur le volant. Quand il a parlé, sa voix était plus douce. « Je sais ce que ça fait d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne. Je ne souhaiterais ça à personne. » Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de lourd et de vieux et de triste qui me donnait envie d'en savoir plus. Mais une autre contraction a frappé. Et puis nous arrivions à l'entrée des urgences de l'hôpital St. Mary's. Et soudain, tout était le chaos. Il a sauté et a fait signe à une infirmière poussant un fauteuil roulant vide. Je l'ai entendu expliquer la situation, sa voix calme et claire, leur donnant des informations que je ne me souvenais même pas de lui avoir dites. Elle est à environ 3 minutes d'intervalle. Ça a commencé il y a environ 1 heure sur le trottoir du centre-ville. Aucune complication que je sache. Elle a besoin d'être vue immédiatement. L'infirmière a hoché la tête et m'a aidé à monter dans le fauteuil roulant. J'étais emmené à toute vitesse à travers des portes automatiques dans les lumières fluorescentes vives de l'hôpital, laissant l'étranger derrière moi. Je me suis retourné, tendant le cou pour le voir debout près de sa Honda abîmée, me regardant partir. « Attendez » ai-je appelé. « Je ne connais même pas votre nom. » Il a souri, ce même sourire fatigué et gentil qui faisait plisser les coins de son visage. « Concentrez-vous juste sur le fait d'avoir un bébé en bonne santé ici. » Il s'est avancé rapidement et a pressé quelque chose dans ma main. Une carte de visite, blanche et simple, légèrement pliée au coin. Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit, vraiment, de quoi que ce soit. Et puis les portes se sont refermées entre nous et il était parti. J'ai regardé la carte dans ma main. Juste un numéro de téléphone, 10 chiffres, pas de nom, pas de compagnie, pas de titre. Juste un numéro de téléphone qui allait changer ma vie pour toujours. 6 heures plus tard, à exactement 23h43, ma fille est née, Sylvie 4 Rose. 19 pouces de long, 10 doigts parfaits, 10 orteils parfaits, une tête pleine de cheveux noirs qui se dressaient dans toutes les directions. La plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Je l'ai nommée Grace parce que la grâce est ce que l'on reçoit quand on ne la mérite pas. Et ce bébé, cette petite personne parfaite qui se blottissait si naturellement dans mes bras, m'a semblé être la première chose vraiment bonne qui m'était arrivée depuis des années. Marcus est arrivé 3 heures après sa naissance. Il est entré dans ma chambre d'hôpital après de 3 heures du matin, sentant l'alcool, la fumée de cigarettes et un parfum qui n'était pas le mien. Il portait les mêmes vêtements qu'il avait portés en partant ce matin-là, froissés et ébouriffés, et il ne m'a même pas regardé avant que ses yeux ne trouvent le berceau. Alors c'est elle, hein? C'est elle, pas elle est belle, pas je suis désolé d'avoir manqué ça, pas tu vas bien, tout s'est bien passé.
J'étais si inquiet. Juste, c'est elle. Comme s'il identifiait le colis qui avait été livré pendant son absence. Elle s'appelle Grace, ai-je dit, cherchant sur son visage quelque chose, n'importe quoi qui ressemblait à de l'amour, à de l'émerveillement, à l'émotion accablante que j'avais ressentie quand il l'avait placée pour la première fois dans mes bras. Cool. Il était déjà en train de faire défiler son téléphone. Grace est bien. Traditionnel. Où étais-tu? Quoi? J'ai dit, où étais-tu? Tu étais censé venir me chercher à 2 heures. J'ai attendu plus de 2 heures. Mon téléphone est un manque. Je suis entré en travail sur le trottoir. Marcus sur le trottoir. Un étranger a dû me conduire à l'hôpital. Il a finalement levé les yeux de son téléphone et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la culpabilité, ce à quoi je m'attendais. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid. La circulation était folle. J'ai été bloqué pendant 5 heures. Tu as été bloqué dans la circulation pendant 5 heures. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Lena. Je suis là maintenant, n'est-ce pas? Je suis venu dès que j'ai pu. Je voulais lui crier dessus. Je voulais jeter quelque chose. Je voulais exiger des explications et des excuses et la vérité. Mais Grace a choisi ce moment pour s'agiter dans son berceau, faisant de doux petits bruits qui ont instantanément détourné mon attention de tout le reste. « Qui t'a conduite? » a demandé Marcus alors que je soulevais Grace dans mes bras. L'étranger, à quoi ressemblait-il? Quelque chose dans la question me dérangeait. Pas « qu'est-ce qui s'est passé ?» Pas « tu vas bien ?» mais « à quoi ressemblait-il ?» Comme si c'était la partie importante. Je ne sais pas. Cheveux bruns, taille moyenne, conduisait une Honda. Pourquoi ça importe? Ça n'importe pas. Mais sa mâchoire était serrée et il ne voulait pas me regarder dans ses yeux. Je n'aime juste pas l'idée qu'un gars aléatoire vienne chercher ma petite amie enceinte. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être dangereux. Il n'était pas dangereux, il était gentil. Il s'est arrêté comme personne d'autre ne l'aurait fait, quand tu n'étais pas là. Les mots sont sortis plus coupants que je ne l'avais voulu, et j'ai vu le visage de Marcus se durcir. Bien, peu importe, je vais chercher un distributeur automatique. Tu veux quelque chose? Il est parti avant que j'aie attendu ma réponse. J'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir et j'ai serré ma fille contre ma poitrine, et je me suis demandé quand l'homme que j'aimais était devenu cet étranger, qui ne pouvait même pas faire semblant de s'en soucier. Plus tard, après que Marcus soit parti chez lui pour dormir, j'ai de nouveau regardé la carte de visite, 10 chiffres, pas de nom, juste un numéro de téléphone et une offre d'aide discrète. J'ai tapé le numéro dans mon téléphone, puis l'ai effacé. Je l'ai tapé à nouveau, l'ai effacé à nouveau. Certaines questions, me suis-je dit, sont mieux laissées sans réponse. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. L'hôpital nous a gardés pendant 2 jours. Procédure standard pour une première mère sans complications, ont-ils dit. Le temps de s'assurer que le bébé se nourrissait correctement, de vérifier tout problème qui pourrait ne pas apparaître tout de suite, de me donner une chance de me reposer et de récupérer. Repos. C'était presque drôle. Toutes les 2 heures, Grace se réveillait affamée. Toutes les 2 heures, une infirmière venait vérifier mes signes vitaux, me poser des questions, écrire des choses sur un tableau. Toutes les 2 heures, on me rappelait que le sommeil était un luxe que les nouvelles mères ne pouvaient pas se permettre. Marcus a rendu visite une fois le lendemain de la naissance de Grace. Il a apporté des fleurs, des œillets de supermarché, encore enveloppés dans du plastique, et un ours en peluche clairement acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Il a tenu Grace pendant environ 3 minutes avant de la rendre, affirmant qu'elle était trop fragile et qu'il avait peur de la casser. « Je vais aménager la chambre de bébé pendant que tu es ici », a-t-il promis en partant. « Tout sera prêt quand tu rentreras à la maison. » Je voulais le croire. Je voulais si désespérément croire qu'il était juste nerveux à propos du bébé, qu'il traitait la paternité à sa manière,
que tout serait différent une fois que nous serions à la maison en famille. Mais il y avait une voix à l'arrière de ma tête, les voix de la fille qui avait survécu à la famille d'accueil et appris à ne pas faire confiance aux promesses. Cette voix chuchotait que Marcus n'avait jamais rien terminé de ce qu'il avait commencé au cours des 2 années où je l'avais connu. Cette voix me rappelait toutes les fois où il avait promis de faire quelque chose et n'avait tout simplement jamais eu le temps de le faire. J'ai dit à cette voix de se taire. Je me suis dit que les gens pouvaient changer, qu'avoir un bébé changeait les gens, que cette voix serait différente. Marcus nous a ramenés de l'hôpital le jeudi après-midi. Il est arrivé dans sa Dodge Charger, la noire avec les jantes chromées, qu'il passait plus de temps à laver et à cirer qu'à me parler. Le siège auto que nous avions acheté il y a 3 mois était toujours dans la boîte, fourré dans le coffre. Je n'ai pas eu le temps de l'installer, a-t-il dit quand je l'ai regardé. J'ai été occupé à préparer l'appartement. J'ai installé le siège auto moi-même sur le parking de l'hôpital pendant que Grace gaignait dans son porte-bébé et que Marcus s'appuyait contre sa précieuse voiture, faisant défiler son téléphone. Une infirmière gentille m'a remarqué en difficulté et est venue m'aider. Je l'ai remerciée et j'ai essayé de ne pas pleurer. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux, à l'exception des gémissements occasionnels de Grace et de la basse trop forte de la musique que Marcus jouait. Je me suis assise sur le siège arrière à côté de ma fille, observant son visage, m'émerveillant de sa perfection et essayant de ne pas penser à tout ce qui ne tournait pas rond. Notre appartement était exactement tel que je l'avais laissé il y a 3 jours, ce qui signifiait qu'il était exactement tel que Marcus l'avait laissé, ce qui signifiait que c'était un désastre. Des plats empilés dans l'évier, incrustés de nourriture qui y était restée pendant des jours, du linge sale éparpillé sur le sol de la chambre, des bouteilles de bière vides alignées sur la table basse comme des soldes au garde-à-vous. L'air sentait le moisi et l'aigre, l'odeur d'un endroit qui avait été fermé et négligé. La chambre de bébé était pire. Marcus avait promis de la peindre. Il y a 3 mois, j'avais choisi le jaune pâle parfait, acheté la peinture, les pinceaux et les rouleaux, empilé tout proprement dans le coin de la pièce. Les pots de peinture étaient toujours là, non ouverts, ramassant la poussière. Les murs étaient toujours du beige sale qu'ils avaient été depuis que nous avions emménagé. Le berceau était toujours dans la boîte. La table allongée était en morceaux. La clé Allen était toujours dans son emballage plastique. Il y avait littéralement un vélo d'appartement dans le coin de la pièce. Celui que Marcus avait insisté pour acheter il y a 1 an et n'avait utilisé que 2 fois. Ce vélo avait de meilleurs abdominaux que nous 2 réunis. « Tu as dit que tu allais installer ça, dis-je doucement, Grace endormie dans son siège auto à mes pieds. Marcus eut la décence de paraître légèrement embarrassé. J'allais, des choses sont arrivées. Le travail a été fou. Travail. Marcus travaillait chez un concessionnaire automobile, vendant des véhicules hors de prix à des gens qui ne pouvaient pas se les offrir. Ses horaires étaient inflexibles, ses responsabilités minimales. Les choses qui arrivent signifiaient généralement des verres avec ses copains ou de longs après-midi au casino. Il pensait que je ne savais pas. C'est bon, dis-je, car que pouvais-je dire d'autre? Je vais m'en occuper. J'ai monté le berceau moi-même cette nuit-là, d'une seule main pendant que Grace dormait dans son siège auto à proximité. Ça m'a pris 2 heures. Mes pointes tiraient à chaque mouvement. Mon corps me faisait mal à des endroits que je ne savais pas pouvoir faire mal, mais je l'ai fait parce que c'est ce que font les mères. Nous faisons les choses. Marcus était dans le salon tout le temps à regarder le football. Le volume suffisamment fort pour qu'il puisse prétendre ne pas m'entendre me débattre. La première nuit à la maison a été un cauchemar. Grace se réveillait toutes les 90 minutes, affamée et mouillée et convaincue que le monde allait finir. Je l'ai nourrie, changée, bercée pour la rendormir. Puis, je suis resté là dans l'obscurité, trop épuisé pour dormir, attendant qu'elle se réveille à nouveau. Marcus a dormi pendant tout ça. Chaque cri, chaque gémissement,
Chaque tété désespéré de 2 heures du matin, il s'était déplacé sur le canapé, prétendant que le bébé le tenait d'éveillé. Mais je connaissais la vérité. Il ne voulait tout simplement pas s'en occuper. Quand je me suis finalement effondré dans le lit à 5 heures du matin, avec peut-être 2 heures de sommeil interrompu au total, Marcus s'est retourné et a marmonné quelque chose qui m'a glacé le sang. Peux-tu la garder plus calme la prochaine fois? Certains d'entre nous doivent travailler demain. Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatigué pour me battre. Trop fatigué pour faire remarquer que j'avais aussi travaillé jusqu'à 2 semaines avant ma date d'accouchement. Que c'est moi qui avais payé la plupart des factures pendant des mois. Que j'étais à court de sommeil et que mon corps avait l'impression d'avoir été frappé par un camion. J'ai juste fermé les yeux et prié pour l'inconscience. La deuxième nuit a été légèrement meilleure. Grace ne s'est réveillée que 4 fois. Je commençais à apprendre ses rythmes, à comprendre ce que chaque cri différent signifiait. Cri de faim, cri de mouillé, cri de solitude et de vouloir être tenu. Vers 2 heures du matin, je me suis levé pour prendre un verre d'eau. L'appartement était sobre et je me suis déplacé silencieusement, ne voulant réveiller personne. Non pas qu'il y ait beaucoup de chances de réveiller Marcus, qui pouvait dormir à travers un ouragan. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix venant de derrière la porte fermée de la salle de bain. J'ai besoin de plus de temps. Son ton était urgent, suppliant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je sais que je l'ai déjà dit, mais les choses sont compliquées en ce moment. Elle vient d'avoir le bébé et tout est fou. Silence. Il était au téléphone avec quelqu'un. Je m'en occuperai. Je t'ai dit que je m'en occuperai et je le ferai. Donne-moi juste quelques semaines de plus. Je suis de bonne foi. Mon cœur battait la chamade. Je me suis pressé contre le mur à côté de la porte de la salle de bain, retenant mon souffle. Regarde, ne fais rien de stupide. D'accord. J'ai dit que je m'en occuperai et je le ferai. Juste. Ouais, je comprends. 2 semaines. Bien. J'ai entendu le clic du téléphone raccroché et je me suis rapidement retiré dans la chambre, me glissant sous les couvertures et faisant semblant de dormir. Un instant plus tard, Marcus est sorti de la salle de bain et a grimpé sur le canapé sans même vérifier moi ou Grace. Je suis resté là dans l'obscurité, l'esprit en ébullition. À qui avait-il parlé? Pourquoi avait-il besoin de plus de temps? Que devait-il exactement et à qui? Le lendemain matin, j'ai essayé de lui en parler. Marcus, à qui parlais-tu hier soir au téléphone dans la salle de bain? Il a à peine levé les yeux de ses céréales. Personne, juste le travail. À 2 heures du matin? Fuseaux horaires, c'était quelqu'un du bureau de l'entreprise sur la côte Est. Le concessionnaire automobile a un bureau de l'entreprise qui appelle à 2 heures du matin. Quelque chose a changé sur son visage, puis quelque chose de froid et de dur que je n'avais fait qu'entrevoir auparavant. Mêle-toi de tes affaires, Léna. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai reculé, reculant physiquement devant le venin dans sa voix. Je demandais juste, « Tu es mon petit ami. J'ai le droit de demander. » Et j'ai dit que ce n'était rien. Tu vas me faire confiance ou tu vas continuer à m'interroger comme si j'étais une sorte de criminel. Je voulais insister davantage. Je voulais exiger des réponses, continuer à demander jusqu'à ce qu'ils me disent la vérité. Mais Grace a commencé à pleurer dans la pièce voisine. Et le temps que je l'ai nourrie, changée et installée, Marcus était déjà parti travailler ou où qu'il aille réellement pendant la journée. Cet après-midi-là, pendant que Grace faisait la sieste dans son berceau et que j'avais enfin un moment pour m'asseoir, j'ai fait défiler les actualités sur mon téléphone, parcourant sans but, cherchant quelque chose pour me distraire de l'épuisement, de l'inquiétude et de la certitude grandissante que quelque chose dans ma vie était très, très faux. Un titre m'a coupé le souffle. Le milliardaire de la technologie Ethan Cole revient sur la scène publique après des mois de réclusion. Il y avait une photo accompagnant l'article. Cheveux bruns, légèrement en désordre, yeux fatigués et gentils, avec de profondes ombres en dessous.
Un visage que j'ai reconnu instantanément. Même si je ne l'avais vu qu'une seule fois auparavant sur un trottoir du centre-ville pendant que j'entrais en travail. L'étranger qui m'avait conduite à l'hôpital était un milliardaire. J'ai lu l'article 3 fois, essayant de lui donner un sens. Ethan Cole, 38 ans, PDG et fondateur de Cole Therapeutics, une entreprise pharmaceutique valant plus de 12 milliards. Il avait bâti l'entreprise à partir de rien, commençant dans son garage juste après l'université, développant des traitements pour les maladies infantiles rares. L'article le qualifiait de visionnaire, d'humanitaire, l'un des célibataires les plus éligibles du pays. Mais ce n'était pas que qui a retenu mon attention. Ce qui m'a fait lire et relire était un seul paragraphe enfoui à mi-chemin de l'article. Cole a largement évité les apparitions publiques depuis la mort de sa femme Margaret il y a 3 ans. Margaret Cole est décédée de complications pendant l'accouchement. Le bébé, un garçon, n'a pas survécu non plus. Des amis disent que Cole ne s'est jamais complètement remis de la tragédie. Je me suis assise là dans mon fauteuil d'allaitement, ma fille endormie dans mes bras, et quelque chose s'est mis en place avec un son presque audible. C'était pourquoi il s'était arrêté. C'était pourquoi il avait su exactement quoi faire, comment rester calme, quelles questions poser. Il avait déjà été là, dans un hôpital, attendant un bébé qui n'est jamais rentré à la maison. Il n'avait pas pu sauver sa femme, il n'avait pas pu sauver son fils. Mais quand il m'a vu sur ce trottoir, peut-être a-t-il pensé qu'il pouvait nous sauver. J'ai de nouveau regardé la carte de visite. Elle était posée sur ma table de chevet, légèrement froissée maintenant, à force d'avoir été manipulée tant de fois. 10 chiffres qui appartenaient à un milliardaire. Un milliardaire qui conduisait une Honda Accord et s'arrêtait pour des inconnus et ne leur disait même pas son nom. Je voulais l'appeler pour le remercier correctement, pour lui dire que sa gentillesse avait signifié quelque chose, qu'elle avait probablement sauvé ma vie et celle de ma fille, que je n'oublierai jamais ce qu'il avait fait. Mais avant que je puisse décider quoi que ce soit, mon téléphone a explosé de notifications. Instagram, Facebook, Twitter, tout se déclenchant en même temps. Cette cascade familière de sons qui signifiait généralement que quelque chose de grave s'était produit. Renifle Rachel, ma sœur Rachel, avait posté quelque chose sur les médias sociaux. J'ai ouvert Instagram les mains tremblantes. La publication de Rachel était en haut de mon fil d'actualité. Sa vie parfaitement organisée, exposée comme toujours. Belle maison, beau mari, vêtements et vacances coûteux, et un sourire qui semblait prêt pour l'appareil photo même sur des clichés candides. La légende disait, certaines personnes feront n'importe quoi pour attirer l'attention, utilisant la grossesse, inventant des urgences, n'importe quoi pour être le centre du drame. Triste de voir quelqu'un que tu aimais devenir si désespéré. Pas de nom, pas de tag, rien d'assez spécifique pour être directement dénoncé, mais tous ceux qui nous connaissaient, tous ceux qui suivaient nos 2 comptes, sauraient exactement de qui elle parlait. Les commentaires s'accumulaient déjà. Des amis de Rachel, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrés, donnant leur avis. Tellement vrai. Certaines personnes prospèrent juste dans le chaos. Je sais exactement de qui tu parles. Tellement pathétique. Je t'envoie de l'amour. Tu mérites une meilleure famille que ça. Et puis les pires, ceux d'inconnus qui ne me connaissaient pas du tout, qui étaient simplement tombés sur la publication et avaient décidé de participer. Les gens qui simulent des urgences pour attirer l'attention sont les peurs. Probablement n'étaient même pas vraiment enceintes. L'OL, c'est pourquoi on ne peut faire confiance à personne de nos jours. J'étais assise là, mes pointes de suture encore en cicatrisation, mes mamelons craquelés et saignants à force d'apprendre à allaiter. Épuisé au-delà des mots, tenant ma fille au nouveau-né, qui était très réelle et très peu imaginaire, et des étrangers sur Internet me traitaient de menteuse. Marcus est sorti de la chambre, attiré par le son de mes pleurs. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone, à la publication de Rachel, aux commentaires qui s'accumulaient, et il a souri d'un air suffisant. « Quoi ?» ai-je demandé à travers mes larmes. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans ?» « Rien, juste, tu sais comment est Rachel.
Elle a toujours été dramatique. C'est ma sœur. Elle est censée être de mon côté. Elle est censée me soutenir. Je viens d'avoir un bébé, Marcus, sa nièce, et elle publie des choses comme ça. A-t-elle tort, cependant? La question resta en suspens entre nous, vive et laide. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis juste, Lena, tu as tendance à tout ramener à toi. Peut-être qu'elle a raison. Il s'éloigna avant que je ne puisse répondre, avant que je ne puisse faire remarquer que j'avais failli accoucher seul sur un trottoir parce qu'il n'avait pas daigné venir me chercher. Avant que je ne puisse lui rappeler que rien de ce qui s'était passé ces 3 derniers jours ne me concernait, que j'avais été entièrement concentré sur notre fille pendant qu'il dormait pendant les tétés et se plaignait du bruit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant des heures, Grace dormant paisiblement dans le berceau à côté de moi. J'ai pensé à Rachel, à qui j'avais appris à tresser des cheveux quand nous étions adolescentes, que j'avais tenu pendant les cauchemars dans ces horribles foyers d'accueil avant que les Carter ne nous trouvent, qui avait été ma sœur à tous égards importants, même si nous ne partagions pas le même sang. Quand tout avait-il mal tourné, j'ai essayé de remonter le fil. La distance entre nous s'était accrue pendant des années, mais je ne pouvais pas déterminer quand cela avait commencé. Après que j'ai quitté le système et déménagé pour l'université, quand j'ai commencé à sortir avec Marcus, que Rachel m'avait en fait présenté à l'une de ses fêtes. Quand je suis tombé enceinte et que j'ai soudainement eu quelque chose que Rachel, malgré sa vie parfaite, n'avait pas encore réalisé. Je ne savais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Et peut-être que c'était le pire. Rachel était devenue une étrangère en chemin et je ne l'avais même pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis endormi sans réponse. Dans mes rêves, j'étais de retour sur ce trottoir, tendant la main à des gens qui ne s'arrêteraient pas, attendant que quelqu'un me voie. Mais dans le rêve, personne n'est venu. 3 semaines après la naissance de Grace, j'ai découvert qu'il manquait de l'argent sur notre compte bancaire. Je l'ai découvert par accident. J'essayais de commander des couches en ligne, la marque générique bon marché que nous pouvions nous permettre, lorsque ma carte de débit a été refusée. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur, un problème dans le système, une sorte d'erreur technique. Puis je me suis connecté à notre compte courant joint et j'ai vu la vérité. 3 000 $ avaient disparu. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant, cliquant sur l'historique des transactions avec des mains tremblantes. Retrait 500 $ ATM. Retrait 800 $ ATM. Retrait 1,000 $ à nouveau et à nouveau, tout en espèces, tout de différents distributeurs automatiques dans la ville. Marcus avait vidé notre compte pendant des semaines. Je l'ai confronté cette nuit-là après que Grace soit endormie, ma voix soigneusement contrôlée même si je voulais crier. Peux-tu m'expliquer pourquoi 3 000 ont disparu de notre compte? Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Réparation de voiture. Le chargeur avait besoin de travail. 3 000 $ de réparation de voiture? Tu ne connais rien aux voitures, Lena. Les travaux de transmission sont chers. Notre loyer est dû dans 1 semaine. La facture d'électricité est en retard. Nous n'avons pas assez de lait maternisé pour le bébé. Et tu as dépensé 3 000 $ pour ta voiture sans même me le dire. Il a finalement levé les yeux et quelque chose dans ses yeux m'a fait reculer d'un pas. Quelque chose de froid et de calculateur que je n'avais jamais vu auparavant ou peut-être ne m'était jamais permis de voir. J'ai dit que c'était des réparations de voiture. Laisse tomber. Non, non, je ne vais pas laisser tomber. C'est notre argent, Marcus. À nous deux. Tu ne peux pas simplement prendre des milliards de dollars sans en discuter avec moi. En fait, je peux. Mon nom est sur ce compte aussi. Je peux faire ce que je veux. Nous avons un bébé. Nous avons des responsabilités. Nous ne pouvons pas juste. J'ai dit, laisse tomber. Il s'est levé du canapé et soudain il était dans mon espace assez près pour que je puisse sentir la bière sur son souffle. Tu me harcèles toujours. Tu te plains toujours. Tu me fais toujours sentir que je ne suis pas assez bon. Peut-être que si tu n'étais pas si pénible à vivre,
Je voudrais vraiment rentrer à la maison. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai reculé, heurtant le mur, mes mains tremblantes. Marcus, j'essaie juste de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. J'ai dépensé l'argent. C'est fait. Maintenant, arrête de m'interroger et va t'occuper du bébé ou quelque chose. Elle pleure probablement de toute façon. Il m'a bousculé et est sorti de l'appartement, la porte claquant derrière lui. Je suis resté là dans le salon vide, tremblant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Grace a commencé à pleurer dans la chambre. Je suis allé vers elle automatiquement, la prenant dans mes bras, la serrant contre ma poitrine, la berçant doucement tandis que des larmes coulaient sur mon propre visage. Je voulais croire qu'il y avait une explication innocente. Réparation de voiture, dépenses imprévues, quelque chose de normal et de raisonnable que mon cerveau trop fatigué exagérait. Je voulais croire que l'homme que j'aimais, le père de ma fille, n'était pas le monstre que je commençais à soupçonner qu'il pourrait être. Mais cette nuit-là, après que Grace se soit enfin endormie, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé les affaires de Marcus. Sa cachette était prévisible. Une boîte à chaussures au fond de son placard, cachée derrière de vieilles baskets et une veste d'hiver qu'il ne portait jamais. À l'intérieur, j'ai trouvé la vérité. Des reçus de jeux de hasard, des dizaines d'entre eux, des jetons de casino de 3 établissements différents, des reconnaissances de dettes griffonnées sur des serviettes en papier et des morceaux de papier, et une seule note pliée qui m'a glacé le sang. Dernier avertissement. Vous avez jusqu'à la fin du mois, renifle, 40 000 $. Ne nous forcez pas à venir vous trouver. 40 000 $. Marcus devait 40 000 à quelqu'un. Je me suis effondré sur le sol du placard, la note serrée dans mes mains tremblantes, et me suis finalement permis de voir la vérité. Les appels téléphoniques tard le soir, l'argent disparaissant de notre compte, le comportement secret, la colère, la façon dont il s'était éloigné de moi et de Grace depuis que nous étions rentrés de l'hôpital. Il était en difficulté, de graves difficultés, le genre de difficultés qui ne disparaissait pas d'elle-même. Et d'une manière ou d'une autre, je savais avec une certitude que je ne pouvais expliquer que je faisais partie de son plan pour s'en sortir. Le lendemain matin, on a frappé à notre porte. Je n'attendais personne. J'étais debout depuis 5 heures avec Grace, j'avais à peine réussi à l'installer dans sa balançoire et j'étais toujours en robe de chambre, les cheveux non lavés et des cernes sous les yeux. Le coup m'a fait sursauter, mon cœur battant la chamade, m'attendant à moitié à des recouvreurs de dettes ou à qui que ce soit à qui Marcus devait de l'argent. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Ethan Cole. Il avait l'air différent de quand je l'avais vu à l'hôpital. Plus reposé, bien que des ombres subsistaient encore sous ses yeux. Il portait un jean et une chemise boutonnée avec les manches retroussées jusqu'au coude. Décontracté, normal, comme s'il n'était qu'un type ordinaire et non un milliardaire propriétaire d'un empire pharmaceutique. Dans ses mains se trouvaient 2 grands sacs de course. « Salut », dit-il. « Je suis », dit-il, l'air soudainement incertain de lui. « J'espère que ça va que je sois passé. Je voulais juste vérifier que vous étiez bien rentré à la maison. » D'accord, et j'ai pensé que le bébé avait probablement besoin de choses, alors j'ai apporté quelques trucs, des couches, des lingettes, des vêtements. Je ne savais pas quelle taille. Alors j'ai pris plusieurs options différentes. La femme du magasin m'a aidé à les choisir. Je le fixais, ce milliardaire debout dans le couloir miteux de mon appartement, se balançant d'un pied sur l'autre comme un adolescent nerveux. Comment avez-vous su où j'habite? Dossier de l'hôpital. Je connais quelqu'un qui travaille à l'administration. Je n'aurais probablement pas dû regarder, mais j'étais inquiet. Vous sembliez, je ne sais pas, comme si vous aviez besoin d'aide. J'aurais dû être alarmé. J'aurais dû être préoccupé qu'un étranger, même gentil, ait retrouvé mon adresse. Mais tout ce que je ressentais était une chaleur qui aurait pu être du soulagement. Quelqu'un l'avait remarqué.
Quelqu'un se souciait assez pour vérifier. Voulez-vous entrer? Je me suis entendu demander. L'appartement est en désordre, mais j'ai du café, probablement. Je ne veux pas m'imposer. Vous m'avez conduite à l'hôpital alors que j'étais en travail sur un trottoir. Je pense que nous sommes passés outre l'imposition. Il a souri, ce même sourire fatigué et gentil dont je me souvenais, et est entré. Je me suis excusé pour le désordre en le conduisant à la cuisine, déplaçant des plats sales du comptoir, écartant les bouteilles de bière vides de Marcus de mon chemin. L'appartement avait l'air encore pire à travers les yeux d'un étranger, surtout un étranger qui vivait probablement dans un manoir quelque part. Quantité de café, ai-je demandé, en tendant la main vers la cafetière. S'il vous plaît, juste noir. J'ai versé 2 tasses, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de mes mains. Grace a gargouillé de sa balançoire dans le salon, et les yeux d'Ethan sont allés vers elle immédiatement. C'est elle, le bébé. C'est elle, Grace. Elle est magnifique. Félicitations. Merci pour tout de vous être arrêté, de m'avoir emmené à l'hôpital. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier comme il faut. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis juste content que vous alliez bien toutes les deux. Quand même, la plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. La plupart des gens ne se sont pas arrêtés. Quelque chose a traversé son visage, une ombre de vieille douleur. Je sais ce que ça fait d'avoir besoin d'aide quand personne n'est là. Je ne souhaiterais ça à personne. Nous sommes restés silencieux un instant, sirotant notre café. Je voulais lui poser des questions sur sa femme, sur le bébé qu'ils avaient perdu, mais cela semblait trop invasif, trop personnel. Il me le dirait s'il le voulait. « Vous savez qui je suis ?» dit-il finalement. Ce n'était pas une question. Je vous ai cherché après. Je voulais savoir qui m'avait aidé. Et vous n'avez pas immédiatement essayé de me contacter pour de l'argent ou des faveurs. C'est inhabituel. Est-ce ce qui se passe habituellement? Plus souvent qu'on ne le pense, les gens découvrent que j'ai de l'argent et soudain ils ont 1 million de raisons d'avoir besoin de mon aide. Je ne veux pas de votre argent. Je l'ai dit fermement, le pensant. Vous m'avez déjà aidé plus que vous ne le savez. Je ne demanderai jamais rien de plus. Il m'a étudié pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose sur mon visage. Quoi qu'il cherchait, il semblait l'avoir trouvé. « Vous êtes différente, dit-il doucement. La plupart des gens... » Il s'interrompit alors que la porte d'entrée s'ouvrait. Marcus entra, s'arrêtant net en voyant Ethan assis à notre table de cuisine. Le silence s'étira entre eux, lourd d'une tension que je ne comprenais pas. « Qui diable est-ce » demanda Marcus. « C'est l'homme qui m'a conduite à l'hôpital, » dis-je en posant ma tasse de café. Quand tu ne t'es pas montré, le visage de Marcus s'assombrit. « Alors, tu laisses des étrangers entrer chez nous maintenant? » Ethan se leva calmement, ses mouvements calmes et non menaçants. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je voulais juste m'assurer que Lena et le bébé allaient bien. Nous n'avons pas besoin de votre charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gentillesse humaine fondamentale. Nous n'avons pas besoin de ça non plus. » Marcus s'approcha, essayant d'utiliser sa taille pour intimider. Ethan ne broncha pas. « Sors de mon appartement, Marcus. » Je m'interposai entre eux. Il était juste gentil. Il a apporté des choses pour Grace. Je me fiche de ce qu'il a apporté. Nous n'acceptons pas d'aumône d'étrangers. Ethan leva les mains, reculant vers la porte. Je ne voulais pas causer de tension. Je vais partir. Oui, fais ça. À la porte, Ethan marqua une pause. Ses yeux rencontrèrent les miens par-dessus l'épaule de Marcus, et il y avait quelque chose là, une compréhension qui passa entre nous sans mots. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit-il doucement, de manière à ce que seul je puisse l'entendre. « Je le pense. N'importe quoi. » Il me pressa une autre carte dans la main, la même carte blanche simple, le même numéro de téléphone, et puis il était parti. Marcus claqua la porte derrière lui si fort que le mur trembla. C'était quoi ça, Lena?
Il était gentil, contrairement à certaines personnes. Qu'est-ce que ça doit vouloir dire? Ça veut dire que tu étais censé venir me chercher. Tu étais censé être là quand je suis entré en travail. J'étais seul sur un trottoir, Marcus. Sur un trottoir. Si cet homme ne s'était pas arrêté, je ne sais pas ce qui se serait passé. Et maintenant, il se présente ici avec des cadeaux. Tu penses que je suis stupide? Les hommes ne font pas ce de gentillesse aux femmes sans vouloir quelque chose en retour. Peut-être que certains hommes le font. Peut-être que certains hommes sont réellement des êtres humains décents qui aident les gens parce que c'est la bonne chose à faire. Tu es si naïve. Il rit d'un son laid et sans humour. Réveille-toi, Lena. Ce type veut quelque chose de toi. Ils veulent toujours. Il attrapa ses clés sur le comptoir et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Dehors. Contrairement à toi, Stacy. J'ai des choses à faire. La porte claqua de nouveau. J'entendis sa voiture démarrer sur le parking. L'entendis démarrer en trombe avec un crissement de pneus. Et puis, il n'y eut que le silence. Je restai dans la cuisine longtemps. La carte d'Ethan serrée dans ma main, pensant aux deux hommes qui venaient d'être dans cet appartement. L'un qui s'était présenté avec des cadeaux et de la gentillesse et n'avait rien demandé. L'un qui ne s'était pas présenté quand j'avais le plus besoin de lui et qui avait ensuite eu l'audace d'être en colère à ce sujet. Le contraste était frappant, douloureux, impossible à ignorer. Cette nuit-là, après que Grace se soit endormie, j'entendis Marcus au téléphone de nouveau. Cette fois, je m'approchai furtivement de la porte, assez près pour entendre plus que des fragments. Je t'ai dit que j'y travaillais. Oui, je l'ai rencontré. Il est passé aujourd'hui. Non, elle ne sait rien. Une pause, puis une voix. Je reconnais une voix féminine. Rachel. Ne t'inquiète pas, dit Marcus. Je lui obtiendrai ce dont nous avons besoin. Elle me fait confiance. Elle n'a aucune idée. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour m'empêcher de halter. Donne-moi juste un peu plus de temps. Une fois que j'aurai compris son angle, nous pourrons avancer avec le plan. Le plan? Quel plan? De quoi parlait-il? Qu'est-ce que Marcus était censé obtenir de moi? Je me suis retiré dans la chambre avant qu'il ne puisse me surprendre à écouter. Mon esprit s'emballait avec des questions sans réponse. Marcus et Rachel travaillant ensemble, complotant quelque chose, m'utilisant pour quelque chose que je ne comprenais pas. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, tenant ma fille endormie, écoutant chaque son dans l'appartement, me demandant comment ma vie était devenue ça, me demandant depuis combien de temps je dormais à côté de l'ennemi. Les coups frappés à la porte sont arrivés à exactement 7h14 du matin. Je connais l'heure parce que je venais de regarder l'horloge, pensant que Grace avait en fait dormi 4 heures d'affilée, et que peut-être, juste peut-être, les choses commençaient à devenir plus faciles. J'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pires. Les coups ont continué, agressifs et insistants. Puis une voix, d'un ton officiel, le genre de voix qui s'attend à être obéie. Service de protection de l'enfance. Ouvrez la porte immédiatement. Mon sang s'est glacé. Renifle. Pendant un instant, je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas penser, ne pouvais pas traiter les mots qui résonnaient encore dans ma tête. Service de protection de l'enfance, SPE, l'organisation qui enlevait les enfants à leurs parents, l'organisation qui avait hanté mes cauchemars depuis que j'avais 8 ans, quand ils étaient venus à mon école pour me dire que mes parents étaient morts et que j'étais maintenant pupille de l'État. Mademoiselle Marshall, nous avons un mandat de perquisition. Ouvrez la porte maintenant, s'il vous plaît. Je suis sorti du lit en trébuchant, toujours dans ma chemise de nuit et mon short, mes cheveux emmêlés, mes yeux fatigués par le manque de sommeil. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine manipuler la serrure. J'ai ouvert la porte pour trouver 4 personnes dans le couloir, 2 femmes en veste professionnelle portant des porte-documents, 2 policiers en uniforme complet, les mains posées sur leur ceinture. Lena Marshall, la femme devant a brandi un badge d'aspect officiel. Oui, de quoi s'agit-il? Que se passe-t-il?
Je suis Janelle Brooks des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un rapport crédible de négligence infantile et sommes ici pour effectuer un contrôle d'urgence du bien-être de l'enfant mineur résidant à cette adresse. Négligence? Le mot est sorti étranglé, aigu de panique. Il n'y a pas de négligence. Ma fille va bien. Elle dort en ce moment. Elle est parfaitement en sécurité, en bonne santé et prise en charge. Nous avons besoin de la voir, madame. Oui, bien sûr, entrez. Ils m'ont dépassé et sont entrés dans l'appartement, tous les quatre se dispersant comme s'ils menaient d'une opération militaire. L'un des policiers est resté près de la porte, bloquant ma sortie. L'autre a suivi les travailleurs du SPE alors qu'ils se déplaçaient dans l'espace. J'ai regardé avec horreur comment ils observaient l'appartement. La vaisselle dans l'évier que je n'avais pas eu le temps de laver. Le panier à linge débordant de vêtements que je n'avais pas eu le temps de plier. Les jouets de Grace éparpillés sur le sol du salon. Le chaos général d'une maison occupée par une nouvelle mère sans aide et sans sommeil. Un des policiers a commencé à prendre des photos. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé, en le suivant dans la cuisine. « Vous ne pouvez pas simplement photographier ma maison sans permission. » « Nous avons un mandat de perquisition, madame. » Janelle Brooks m'a tendu un document, mais mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le lire. Basé sur les preuves fournies au tribunal, un juge a autorisé le retrait d'urgence de l'enfant mineur en attendant une enquête complète. Preuve? Quelle preuve? Je n'ai rien fait de mal. Ma fille va bien. Elle est en bonne santé et nourrie et aimée. Vous n'avez pas le droit. Madame, j'ai besoin que vous vous calmez. Calme-moi? Vous menacez de prendre mon bébé et vous voulez que je me calme? Janelle Brooks a sorti un dossier de son sac et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Mon appartement, mais pas mon appartement. La même disposition, les mêmes meubles, mais faux. Des ordures débordant partout. De la moisissure rampant sur les murs. Un biberon posé sur le comptoir avec quelque chose de sombre et de caillé à l'intérieur. Du verre brisé sur le sol près d'un jouet de bébé. Ces photos ont été fournies dans le cadre du rapport, dit-elle. Comme vous pouvez le voir, elles documentent des conditions qui présentent un danger immédiat pour le bien-être de l'enfant. Ce n'est pas mon appartement. Ma voix montait, frôlant l'hystérie. Je veux dire, elle ressemble à mon appartement. Mais ce n'est pas le mien. Quelqu'un a trafiqué ça. Quelqu'un a mis en scène ça. Il n'y a jamais eu de moisissure sur mes murs. Je ne laisserai jamais de verre brisé sur le sol. Ce n'est pas réel. Madame, ces photos ont été vérifiées par la partie déclarante et acceptées par le tribunal comme preuve. Qui a signalé ça? Qui ferait ça? Janelle a vérifié ses papiers. Le rapport a été déposé par un membre de la famille. Rachel Carter Hayes. Rachel, le monde a basculé sur son axe. J'ai tendu la main pour m'agripper au comptoir, pour me stabiliser contre la vague de vertige qui m'a envahi. Ma sœur avait appelé les services de protection de l'enfance contre moi. Ma sœur avait fourni de fausses photos pour que mon bébé me soit enlevé. Il doit y avoir une erreur, je me suis entendu dire. Rachel ne le ferait pas. Si c'est ma sœur, elle ne le ferait jamais. Le rapport comprend également des témoignages concernant votre état mental. La voix de Janelle était professionnellement neutre, mais je pouvais voir le jugement dans ses yeux. La partie déclarante a exprimé des préoccupations concernant une instabilité postpartum, une dépression possible et une incapacité à prendre soin d'un nourrisson. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Je suis fatigué. Oui, parce que j'ai un nouveau-né, mais je ne suis pas instable. Je ne suis pas déprimé. Je m'occupe de ma fille. Nous devons vérifier cela en attendant. Non. Je me suis reculé, secouant la tête. Non, vous ne pouvez pas la prendre. Je connais mes droits. J'étais parajuriste. Vous ne pouvez pas enlever un enfant sans preuve de danger imminent. Et il n'y a aucun danger ici. Ces photos sont fausses. Quelqu'un les a fabriquées.
Le tribunal a déjà examiné les preuves et rendu l'ordonnance. Vous pouvez contester le retrait lors de l'audience prévue la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous voulez prendre ma fille pendant une semaine sur la base de photographies manifestement fabriquées? Je comprends que c'est difficile, mademoiselle Marshall, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me donniez l'enfant. Elle s'appelle Grace. Ma voix se brisa. Elle s'appelle Grace, et c'est ma fille, et je n'ai rien fait de mal. L'expression de Janelle s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. S'il vous plaît, apportez-moi Grace. Les minutes qui suivirent se déroulèrent dans un horrible flou au ralenti. Je me dirigeais vers la chambre où Grace commençait tout juste à s'agiter dans son berceau. Je la pris dans mes bras, la serrai contre ma poitrine, sentis son petit corps chaud contre le mien. « C'est bon, » lui murmurai-je. « Maman est là. Tout va bien se passer. » Mais je savais que ce n'était pas bon. Je savais avec une terrible certitude que rien ne serait plus jamais bon. Ils ne l'ont pas arraché de mes bras. Cela aurait été plus facile d'une certaine manière. Plus facile de se battre contre, plus facile de se mettre en colère. Au lieu de cela, ils sont restés là, ces 4 étrangers, dans leurs vêtements professionnels et leurs badges officiels, et ils ont attendu. « S'il vous plaît, mademoiselle Marshall, » dit Janelle, « ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire. » Marcus apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre. J'avais presque oublié qu'il était là. Il devait se cacher, évitant la confrontation, et maintenant il émergeait, l'air froissé et confus par le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de prendre Grace, dis-je. Les services de protection de l'enfance. Rachel a déposé un rapport. Ils ont de fausses photographies et ils essaient de la prendre. Je m'attendais à ce qu'il soit indigné, qu'il exige des explications, qu'il se tienne à mes côtés et se batte. Au lieu de cela, il hocha lentement la tête, son visage prenant une expression d'inquiétude qui semblait répéter. « J'avais peur que quelque chose comme ça n'arrive, dit-il. Et il ne me parlait pas à moi. Il parlait aux travailleurs du SPE. Elle a des difficultés depuis que le bébé est né. J'étais inquiet pour son état mental. Elle ne dort pas. Elle pleure tout le temps. Elle a ses épisodes. Et je le fixais. Le père de mon enfant, l'homme qui était censé m'aimer. Marcus, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de t'aider, Lena. Tu as besoin d'aide. Tu n'es pas bien. Je vais bien. Je suis fatigué parce que tu n'aides en rien, mais je vais bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il se tourna vers Janelle. Elle devient défensive comme ça, paranoïaque. Je ne voulais rien dire, mais peut-être que c'est pour le mieux jusqu'à ce qu'elle obtienne une aide professionnelle. Tu mens. Ma voix tremblait maintenant. Des larmes coulaient sur mon visage. Tu mens. Dis-leur que tu mens. Dis-leur que je suis une bonne mère. Mais Marcus secoua juste la tête tristement, jouant son rôle parfaitement. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde si Grace allait en lieu sûr pendant un petit moment, juste le temps que Lena obtienne l'aide dont elle a besoin. Les travailleurs du SPA échangèrent des regards. Je pouvais les voir prendre leurs décisions, les voir décider que j'étais exactement ce que le rapport de Rachel et le témoignage de Marcus disaient que j'étais. Une femme instable, une mère indigne. Madame Marshall. La voix de Janelle était douce maintenant, comme on parlerait à un animal effrayé. J'ai besoin que vous me donniez le bébé. Non. Si vous refusez de vous conformer, je demanderai aux agents de l'enlever. Non, s'il vous plaît. Elle a besoin de moi. Je suis sa mère. Je comprends que c'est difficile, mais le tribunal a pris sa décision. Vous pouvez contester cela lors de l'audience la semaine prochaine. Pour l'instant, Grace doit venir avec nous. J'ai regardé les policiers, leurs mains sur leurs ceintures, prêts à utiliser la force si nécessaire. J'ai regardé Marcus, qui observait avec une expression de fausse préoccupation qui me donnait envie de crier. J'ai regardé Grace, qui commençait à s'agiter dans mes bras, percevant ma détresse, et j'ai réalisé que je n'avais pas sur le coin. Si je me battais, ils la prendraient de toute façon. Ils ajouteraient résistance à l'agent à ma liste de prétendus crimes.
Ils utiliseraient ma résistance comme preuve que j'étais exactement aussi instable que Rachel l'avait affirmé. Si je voulais avoir une chance de la récupérer, je devais la laisser partir. Alors, j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai embrassé le front de ma fille. Je lui ai murmuré que je l'aimais, que je viendrais la chercher, que ce n'était pas un au revoir. Et puis je l'ai placée dans les bras de Janelle Brooks et j'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas se casser, se briser, comme un élastique trop étiré. Grace a commencé à pleurer immédiatement. Ce cri de nouveau-né que j'avais appris à reconnaître que je pouvais distinguer dans une foule qui me coupait comme un couteau. « C'est bon, » dit Janelle, ajustant sa prise sur ma fille. « Elle sera bien soignée. Où l'emmenez-vous? » « Dans un foyer d'accueil d'urgence. Vous recevrez l'adresse une fois que tout sera traité. » Ils ont marché vers la porte. Grace criait maintenant, son petit visage rouge, ses petits poings agitants. Je pouvais l'entendre tout le long du couloir jusqu'à l'ascenseur, jusqu'à ce que finalement les portes se ferment et il n'y avait que le silence. Je me suis tourné vers Marcus. Il regardait son téléphone. « Tu as fait ça? » dis-je, ma voix à peine reconnaissable. « Toi et Rachel, c'était planifié. » « Tu es paranoïaque, Lena. Tu as besoin d'aide. Peut-être que ça te fera du bien. Te donnera le temps de te reposer. Te remettre les idées en place. Sors d'ici. C'est de mon appartement aussi. Sors d'ici où je jure devant Dieu, Marcus, j'appellerai la police et je leur dirai tout. Les dettes de jeu, l'argent que tu as volé de notre compte, les appels téléphoniques avec Rachel, tout. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. La peur peut-être, ou le calcul. Bien, j'allais partir de toute façon. Cet endroit me déprime. Il attrapa ses clés et son portefeuille et sortit sans un mot de plus. Je suis resté là, dans l'appartement vide, dans la chambre de bébé que j'avais installée moi-même, entouré de vêtements de bébé, et de Pong et de l'odeur de la lotion pour bébé de Grace, et je me suis laissé m'effondrer. Je me suis effondré sur le sol dans le coin de la chambre de bébé et j'ai crié. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que je n'ai plus de voix, jusqu'à ce que les voisins commencent à frapper au mur. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que je ne fasse que des hauts le cœur, mon corps convulsant de chagrin. Puis quelque chose s'est produit. Les larmes ont cessé. Les tremblements ont cessé, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Froid, clair, concentré. Rachel voulait une guerre. Elle allait en avoir une. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais Grace pleurer. Ce cri désespéré de nouveau-né auquel je ne pouvais pas répondre, que je ne pouvais pas apaiser, que je ne pouvais pas améliorer. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des semaines auparavant. J'ai enquêté, j'ai sorti mon ordinateur portable et mes blocs-notes juridiques et toutes les compétences que j'avais acquises en 6 ans en tant que parajuriste. J'ai demandé une copie du rapport du SPI, citant mon droit en tant que mère de l'enfant de consulter toute la documentation. J'ai recherché les lois pertinentes, les procédures, les exigences pour un retrait d'urgence. J'ai fait des listes et des chronologies et des notes. Au matin, j'avais un plan. Le rapport du SPA est arrivé par email à 9h, exactement 24 heures après qu'ils aient pris Grace, comme la loi l'exigeait. Je l'ai lu assise à ma table de cuisine, mes mains stables même si mon cœur battait de la chamade. Le rapport était accablant. Il dressait le portrait d'une femme en crise, d'une maison en chaos, d'un bébé en danger. Mais en lisant plus attentivement, j'ai commencé à voir les fissures. Les photographies étaient fausses. Je l'avais remarqué auparavant, mais maintenant je les documentais systématiquement. La fenêtre sur les photos faisait face au nord. Ma fenêtre faisait face à l'est. Le revêtement de sol sur les photos était en bois dur. J'avais de la moquette. L'emplacement de la prise était différent. Les luminaires étaient différents. Quelqu'un avait pris des photos d'un appartement complètement différent et les avait fait passer pour les miens.
Les horodatages étaient également faux. Les photos étaient censées avoir été prises le matin du retrait, mais la lumière suggérait le soir. Et là, dans le coin d'une photo, il y avait un détail qui a fait bondir mon cœur. Un journal, juste le bord, à peine visible sur un comptoir qui était censé être le mien. J'ai zoomé autant que j'ai pu et j'ai pu à peine distinguer la date. Le journal datait de 2 semaines auparavant. Ces photos n'avaient pas été prises le matin où les services de protection de l'enfance sont venus à ma porte. Elles avaient été mises en scène des jours ou des semaines plus tôt dans un appartement entièrement différent par quelqu'un qui pensait être astucieux, par quelqu'un qui m'avait sous-estimé. J'ai tout documenté. Chaque incohérence, chaque détail impossible, chaque mensonge. J'ai pris des photos de mon propre appartement avec des journaux horodatés bien en vue, montrant à quel point il était différent des preuves soi-disant accablantes. Puis je suis allé trouver Janelle Brooks. Le bureau du SPA était un bâtiment gouvernemental gris du centre-ville. Le genre d'endroit qui sentait le vieux café et le désespoir bureaucratique. J'y suis entré, ne ressemblant en rien à la femme hystérique qu'ils avaient vue la veille. Je m'étais douché, mise des vêtements professionnels, maquillé pour cacher les cernes sous mes yeux. Je ressemblais à ce que j'étais, une parajuriste avec 6 ans d'expérience et absolument aucune intention d'abandonner. « J'ai besoin de parler à Janelle Brooks », dis-je à la réceptionniste. « C'est concernant un dossier actif. »« Avez-vous un rendez-vous? » »« Non, mais j'ai des preuves que le dossier contre moi était basé sur des documents frauduleux et je suis certaine que Mme Brooks voudrait les voir avant de se retrouver impliquée dans une infraction fédérale. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent. Elle décrocha son téléphone. 5 minutes plus tard, Janelle Brooks sortit de me rencontrer. « Mademoiselle Marshall, elle n'avait pas l'air heureuse. Vous devriez travailler avec votre avocat désigné, pas confronter directement les travailleurs du SPA. Je ne peux pas me permettre un avocat, et je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de 5 minutes de votre temps et de la volonté de regarder ce que j'ai trouvé. Les preuves ont déjà été examinées par le tribunal. Les preuves ont été fabriquées et je peux le prouver. Elle m'a étudié un long moment. Quoi qu'elle ait vu a dû la convaincre car elle a soupiré et a fait un geste vers une petite salle de conférence. 5 minutes. J'ai étalé ma documentation sur la table. Les photographies côte à côte, l'analyse des incohérences, la date du journal prouvant que les photos étaient mises en scène. Regardez cette fenêtre, dis-je, étape, pointant. Sur les photos que vous avez utilisées, elle fait face au nord. Dans mon appartement, la fenêtre fait face à l'est. Regardez le revêtement de sol. J'ai de la moquette. Ces photos montrent du bois dur. Regardez la date de ce journal. Ces photos n'ont pas été prises le matin où vous êtes venu à ma porte. Elles ont été mises en scène au moins 2 semaines plus tôt. Janelle a regardé, vraiment regardé. J'ai observé son visage alors qu'elle examinait les preuves. J'ai vu le masque professionnel se fissurer. J'ai vu le doute s'installer. Les luminaires sont différents aussi, murmura-t-elle presque à elle-même. Je ne l'avais pas remarqué avant. Parce que vous avez fait confiance à la source. Vous avez fait confiance à ma sœur. Mais Rachel a menti. Elle a monté toute cette affaire pour me prendre ma fille. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Janelle resta silencieuse un long moment, étudiant les photographies. Quand elle leva les yeux, quelque chose avait changé dans son expression. Si vous avez raison à ce sujet, si quelqu'un a vraiment fabriqué des preuves pour retirer un enfant, ce n'est pas juste une erreur de procédure. C'est un crime fédéral. Je sais que vous comprenez que je ne peux pas juste vous croire sur parole. Je dois vérifier cela indépendamment. Je comprends. C'est pourquoi je vous donne des copies de tout. Toute ma documentation, toute mon analyse. Vérifiez-le vous-même. Apportez-le à vos superviseurs. Faites tout ce que vous avez à faire, madame. Mais s'il vous plaît, ma voix se brisa malgré mes meilleurs efforts. S'il vous plaît, ne les laissez pas s'en tirer. Je ne suis pas une mauvaise mère.
J'aime ma fille et quelqu'un me l'a prise en utilisant des mensonges. Janelle a rassemblé les papiers lentement, le visage troublé. Donnez-moi 48 heures, dit-elle finalement. Je dois examiner cela moi-même. Si ce que vous dites est vrai, c'est vrai. Alors des têtes vont tomber, y compris la mienne, pour ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Elle s'est levée, tendant la main. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, mademoiselle Marshall. J'ai vu beaucoup de parents dans ma carrière. Beaucoup d'entre eux affirment être innocents. La plupart ne le sont pas, mais vous. Elle m'a serré la main fermement. Vous pourriez en fait dire la vérité. Je le suis. Je vous promets que je le suis. Rentrez chez vous. Reposez-vous si vous le pouvez. Je vous contacterai. Je suis sorti de ce bâtiment en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. 2 jours plus tard, Janelle m'a rappelé. Vous aviez raison, dit-elle sans préambule. Les photographies ont été fabriquées. Je les ai tracées jusqu'à une propriété locative dans le New Jersey. Quelqu'un a mis en scène toute l'affaire. J'ai fermé les yeux, le soulagement me submergeant par vagues. Je le savais. Je savais qu'il mentait. Il y a plus. J'ai tiré la plainte originale, celle que votre sœur a déposée. Il y a aussi des incohérences dans sa déclaration, des heures qui ne correspondent pas, des détails qui contredisent les preuves. Quelqu'un l'a entraîné sur ce qu'il fallait dire, mais ils n'ont pas fait un très bon travail. Que se passe-t-il maintenant? Je recommande une réunification immédiate. Il y a une audience prévue pour demain matin. Compte tenu de ce que j'ai trouvé, je m'attends à ce que le juge annule l'ordonnance de retrait. Demain, je retrouverai Grace demain. Merci, dis-je, ma voix se brisant. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Nous devons encore comprendre qui est derrière tout ça. Votre sœur a déposé la plainte, mais je ne pense pas qu'elle ait agi seule. Les photos fabriquées, le département de scène, l'histoire coordonnée. Cela a demandé de la planification, des ressources. Quelqu'un l'a aidé. Je savais qu'il l'avait aidé. Marcus, peut-être d'autres dont je ne savais pas encore. Mais c'était un problème pour après que j'ai récupéré ma fille. L'audience était à 9h chaud au tribunal de la famille. Je suis arrivé à 8h30 vêtu de ma meilleure tenue professionnelle, portant un dossier rempli de documentation. Janelle m'a rencontré dans le couloir avec sa superviseure, une femme d'allure sévère nommée Patricia, qui semblait avoir tout vu et ne rien croire. Le juge a examiné les preuves de fabrication, a dit Patricia. Elle est prête à statuer en votre faveur. Mais, mademoiselle Marshall, je veux être clair sur quelque chose. Ce n'est pas fini. Quelqu'un a commis de graves crimes pour prendre votre fille. Nous devons découvrir qui et pourquoi. Je comprends. Nous allons recommander l'ouverture d'une enquête. Vous devriez vous préparer à ce que les choses empirent avant de s'améliorer. J'ai hoché la tête. Je m'étais préparé au pire toute ma vie. L'audience elle-même a été presque anticlimax. Je me suis assise à une table avec Janelle pendant qu'un juge examinait les preuves, posait quelques questions, puis statuait exactement comme Janelle l'avait prédit. Basé sur les preuves présentées, cette cour constate que le retrait d'urgence de l'enfant mineur était basé sur une documentation frauduleuse. L'enfant doit être rendu à sa mère immédiatement. De plus, cette cour ordonne une enquête complète sur la source des preuves fabriquées. J'ai pleuré alors, pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, des larmes de joie, le genre de larmes qui viennent quand on a retenu son souffle pendant des jours, et enfin on peut expirer. Janelle a posé sa main sur mon épaule. Allons chercher votre fille. Le foyer d'accueil où Grace avait été placée était une petite maison en banlieue, propre et bien entretenue avec des jouets dans le jardin et des carillons à vent sur le porche. La mère d'accueil, une femme au visage aimable dans la soixantaine, nous a rencontrés à la porte. « Vous devez être Lena, dit-elle. Grace est un beau bébé. » Elle a demandé sa maman. Je savais que ce n'était pas littéralement vrai. Grace était trop jeune pour demander quoi que ce soit,
mais le sentiment m'a fait pleurer de nouveau. Elles me l'ont apportée dans le salon. Elle était plus grande que la dernière fois que je l'avais vue, ce qui aurait dû être impossible après seulement 3 jours, mais me semblait absolument vrai. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle a attrapé mon doigt comme elle l'avait fait à sa naissance. Comme si elle disait « Te voilà, j'ai attendu. Je l'ai tenu longtemps, juste en respirant son odeur de bébé, en sentant son poids dans mes bras, me laissant croire que c'était réel, que j'avais gagné, que le cauchemar était terminé. Mais bien sûr, ce n'était pas terminé. Pas même proche. J'aurais dû savoir que Rachel n'abandonnerait pas si facilement. J'aurais dû savoir que prendre Grace n'était que la première étape de son plan. J'aurais dû savoir que la guerre ne faisait que commencer. Mais à ce moment-là, en serrant ma fille, je me suis laissé croire à la victoire. Ce fut le dernier moment de paix que j'aurais pendant très longtemps. Ils sont venus me chercher 3 jours plus tard. J'étais alors à la maison d'amis d'Ethan. Il me l'avait offerte après que j'ai récupéré Grace, quand je lui avais dit que je ne pouvais pas retourner à l'appartement que j'avais partagé avec Marcus. Pas d'obligation, avait-il dit, pas d'attente. Tu as juste besoin d'un endroit sûr où rester pendant que tu arranges les choses. J'avais accepté parce que j'étais à court d'options et de fierté. La maison d'amis était magnifique. Un petit cottage sur sa propriété avec 2 chambres et une cuisine complète, et une vue sur des jardins qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que ce que je gagnais en un an. Grace avait sa propre chambre pour la première fois, peinte d'un jaune doux qui me faisait penser au soleil. Pendant 3 jours, je me suis laissé respirer. Puis la police est arrivée. Ils sont venus à 6 heures du matin. 3 voitures avec des gyrophares, des officiers en gilet pare-balles comme s'ils s'attendaient à une fusillade. Ils ont frappé à la porte jusqu'à ce que je l'ouvre. Grace dans mes bras, mon cœur déjà lourd. Lena Marshall. L'officier de devant et brandit un badge. Oui, vous êtes arrêté pour fraude et vol. Vous avez le droit de garder le silence. Ils m'ont menotté devant la mère d'Ethan, Diane, qui était venue me voir quand elle avait entendu le vacarme. Cette douce femme de 67 ans, qui m'avait appris à faire du thé comme il faut, a regardé alors qu'il m'emmenait comme une criminelle. J'ai réussi à lui donner Grace avant qu'il ne me mette dans la voiture. « Appelle Ethan, dis-je. S'il te plaît, dis-lui ce qui s'est passé. » Diane a hoché la tête, le visage pâle de choc, puis la portière de la voiture s'est refermée et on m'a emmené. Au poste de police, ils m'ont expliqué les accusations. Fraude, vol basé sur des documents qui montraient que j'avais volé 50 000 $ à la succession de mes parents adoptifs il y a 5 ans. Des documents signés de mon nom. Des documents que je n'avais jamais vus de ma vie. Ce n'est pas vrai, dis-je pour la 100e fois. Je n'ai jamais rien volé. Je n'ai même pas parlé à mes parents adoptifs depuis 5 ans. Les documents disent le contraire. Les documents sont falsifiés, tout comme les photographies qui ont été utilisées pour prendre ma fille. Quelqu'un me tend un piège. Le détective me regarda avec des yeux fatigués. Il avait probablement entendu 1000 criminels prétendre être piégés. Vous pourrez expliquer ça au juge. Ils m'ont mise dans une cellule de détention. Les murs étaient gris. Le banc était dur. Les toilettes n'avaient pas d'écran d'intimité. Je suis resté là pendant des heures, essayant de ne pas pleurer, essayant de penser, essayant de comprendre qui avait fait ça et pourquoi. La réponse m'est venue lentement, en assemblant des fragments de conversations que j'avais entendus par hasard, des liens que je n'avais pas compris. Rachel et Marcus avaient planifié cela depuis des années. Les documents d'héritage étaient la première étape, créés il y a 5 ans pour me couper de la famille Carter, pour m'isoler. Puis Marcus, délibérément présenté à moi à la fête de Rachel, positionné pour se rapprocher, pour apprendre mes secrets, pour être prêt quand le moment serait venu. Puis la grossesse, peut-être même un plan pour leur donner un levier. Puis le rapport des services de protection de l'enfance conçu pour prendre ma fille et détruire ma crédibilité. Et maintenant ces accusations de fraude pour me mettre en prison, pour s'assurer que je ne pourrais jamais riposter,
pour s'assurer que Rachel gagne une fois pour toutes. Mais pourquoi? Qu'avais-je jamais fait pour mériter un tel niveau de haine? La réponse est venue d'une source inattendue. Ethan m'a fait sortir sous caution le lendemain matin. Ils m'attendaient quand ils m'ont relâché, l'air de n'avoir pas dormi, la mâchoire serrée de colère. Nous devons parler, dit-il. J'ai trouvé quelque chose. Dans sa voiture, il me tendit un dossier. J'ai engagé un enquêteur après l'affaire des services de protection de l'enfance. Je voulais comprendre ce qui se passait, ce que j'ai trouvé. Il secoua la tête. Le mari de ta sœur est avocat, n'est-ce pas? Associé chez Harper & Associates. Oui, pourquoi? Parce que Harper & Associates est actuellement sous enquête fédérale pour blanchiment d'argent. Ils ont fait transiter des millions de dollars par de faux règlements juridiques pendant des années. Et devine de qui le nom est partout sur les papiers? J'ai regardé les documents dans le dossier. Dossier financier, virement bancaire, dépôt d'entreprise, et là encore et encore, ma signature, mon nom. Ils m'ont utilisé, dis-je lentement, les pièces se mettant en place. Pendant des années, ils ont utilisé mon identité pour commettre des crimes. On dirait bien, l'accusation de vol d'héritage, cet argent n'a pas disparu. Il est allé sur un compte à votre nom, un compte que vous n'avez jamais ouvert, puis il a été transféré à une société écran liée au cabinet du mari de Rachel. Ils m'ont piégé pour que je paye pour tout. Ils vous ont piégé pendant des années. La connexion aux familles d'accueil, pas de famille, pas de ressources. Vous étiez la proie parfaite, quelqu'un que personne ne croirait, et quelqu'un qui ne pourrait pas riposter. J'ai pensé à tout cela, le document falsifié qui m'avait coupé des Carter il y a 5 ans, la lente campagne de Rachel de distance et de cruauté, Marcus introduit au bon moment la grossesse, le rapport des services de protection de l'enfance, les accusations de fraude. Tout était lié, tout était planifié, tout menait à ce moment où ils allaient enfin me détruire. Mais ils avaient fait une erreur, ils m'avaient sous-estimé. Je dois trouver Marcus, dis-je. Il est le maillon faible. Si je peux le faire parler, témoigner de ce qu'ils ont fait. Déjà fait, Ethan sourit sombrement. Mon enquêteur l'a trouvé caché dans un motel en dehors de la ville. Les dettes de jeu l'ont rattrapé. Il a peur, Lena. Assez peur pour se retourner. Alors allons-y. Le motel était exactement le genre d'endroit où l'on s'attendrait à ce que quelqu'un se cache lorsque sa vie s'effondre. Peinture écaillée, bon, néon clignotant, l'odeur de moisi et de désespoir. Marcus a ouvert la porte au deuxième coup, et je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids. Ses yeux étaient rougis et creux. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. « Lena ?» Sa voix se brisa. « Comment m'as-tu trouvé? Je suis plus intelligente que tu ne m'as jamais donné de crédit pour cela. Puis-je entrer? » La chambre était un désastre. Des emballages de restauration rapides partout, des bouteilles vides, une arme sur la table de chevet qui m'a fait tomber l'estomac. « Marcus, qu'est-ce qui se passe? Dans quoi t'es-tu fourré? » Tu ne comprends pas. Il s'est affaissé sur le lit, la tête entre les mains. Ils m'ont promis que ce serait facile. Juste te rapprocher de toi et te surveiller, rapporter. Ils s'occuperaient de mes dettes. Je serais libre. Qui te l'a promis? Rachel et son mari. Ils ont dit que tu allais te mettre en travers de quelque chose de grand. Ils ont dit que j'avais juste besoin de te distraire jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Prêts pour quoi? Je ne sais pas tout. Quelque chose à propos de l'argent du cabinet. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer si les choses tournaient mal. Ils avaient besoin... Il leva les yeux vers moi et je vis des larmes dans ses yeux. Ils avaient besoin de toi, Lena. Tu as toujours été le plan, le bouc émissaire, la personne qui assumerait le blâme pour tout ce qu'ils faisaient. Et tu les as aidés. Tu les as laissés prendre notre fille. Tu les as laissés me piéger pour fraude. Je n'avais pas ce choix. Ils me possédaient. Les dettes de jeu. Lena.
Je devais 40 000 dollars à des gens qui ne pardonnent pas les dettes. Le mari de Rachel les a payés, mais ça voulait dire que je leur appartenais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je t'ai dit, tout faisait partie de leur plan. J'aurais dû ressentir de la sympathie. Une partie de moi en a ressenti. Marcus était faible et stupide et égoïste, mais il était aussi piégé, pris dans une toile dont il ne savait pas comment s'échapper. Mais une plus grande partie de moi ne ressentait qu'une détermination froide. Tu vas m'aider, dis-je. Tu vas témoigner de tout. Le plan, les paiements, les documents falsifiés, tout. Je ne peux pas. Ils vont me tuer. Ils te détruiront de toute façon. Au moins de cette façon, tu as une chance. Protection des témoins. Une nouvelle identité, une vie sans dette et menaces planant au-dessus de ta tête. Tu ferais ça après tout ce que je t'ai fait? Je ferais ça pour Grace, pour ma fille, celle que tu les as aidés à essayer de me prendre. Je me suis penché. Tu nous dois, Marcus. Tu nous dois tout. Et c'est comme ça que tu commences à rembourser. Il me fixa un long moment, puis il hocha la tête. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Marcus a parlé pendant 3 heures. Nom, date, compte bancaire, lieu de rencontre, tout ce qu'il savait du plan de Rachel et de l'entreprise criminelle de son mari. J'ai enregistré chaque mot. Puis j'ai apporté l'enregistrement au détective Sarah Mitchell, l'enquêteur qui avait été assigné à mon affaire de fraude. Je sais que vous me croyez coupable, dis-je, en faisant glisser l'enregistreur sur son bureau. Mais avant de vous faire une idée, j'ai besoin que vous écoutiez ceci. Elle a écouté. Son visage est passé du scepticisme à l'intérêt à un choc manifeste. Si c'est vrai, dit-elle quand ce fut terminé, c'est vrai, et je peux prouver plus. Des relevés bancaires montrant de l'argent circulant sur des comptes à mon nom que je n'ai jamais ouverts. Des documents falsifiés avec des signatures qui ne correspondent pas à ma vraie écriture. Un modèle de fraude remontant à des années. Tout cela pointant vers Harper et associés. Vous comprenez que je ne peux pas simplement vous croire sur parole. Cela doit être vérifié. Alors vérifiez-le. Mais pendant que vous le faites, considérez ceci. Rachel Carter Hayes et son mari sont ceux qui devraient être menottés, pas moi. Je ne suis que le bouc émissaire commode qu'ils ont mis en place depuis 5 ans. Le détective Mitchell regarda l'enregistreur dans sa main, regarda les documents que j'avais étalés sur son bureau, me regarda. « Je vais passer quelques appels, » dit-elle finalement. « Ne quittez pas la ville. » Je n'ai pas quitté la ville. Je suis retourné à la maison d'amis d'Ethan et j'ai tenu ma fille et j'ai attendu. Les appels sont arrivés 2 jours plus tard. Rachel et son mari avaient été arrêtés. Le FBI avait fait une descente chez Harper et Associés, saisissant des ordinateurs et des dossiers et des années de preuves. Plusieurs associés du cabinet étaient accusés de blanchiment d'argent, de fraude et de complot. Et les accusations contre moi étaient abandonnées. J'ai pleuré quand le détective Mitchell me l'a dit. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de soulagement, quelque chose entre les deux. Quelque chose qui ressemblait à des années de poids enfin levées de mes épaules. « Nous avons tout trouvé, » dit le détective. « Les sociétés écrans, les faux comptes, les signatures falsifiées. Vous aviez raison. Ils vous utilisaient comme bouc émissaire, vous piégeant pour prendre le blâme pour des millions de dollars d'activités criminelles. Qu'en est-il de Rachel? Elle est accusée de conspiration pour commettre une fraude, de dépôt d'un faux rapport au service de protection de l'enfance et d'entrave à la justice. Son mari risque 20 à 30 ans. 20 à 30 ans. Le nombre semblait irréel. Et Marcus? Il coopère. Nous l'avons placé en détention préventive en attendant le procès. Il devra témoigner, mais compte tenu des circonstances, le procureur est prêt à recommander la clémence. J'ai hoché la tête. Je ne me souciais plus de Marcus. Je ne me souciais plus de Rachel ou de son mari ou du réseau compliqué de crimes qu'ils avaient tissé pendant des années. Je me souciais juste de Grace, de l'avenir, de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de tout ce qu'ils avaient essayé de détruire. Mais Rachel avait une dernière carte à jouer.
Elle a été libérée sous caution. Je ne sais pas comment, compte tenu de la gravité des accusations, mais d'une manière ou d'une autre, Rachel a convaincu un juge de la laisser sortir en attendant son procès. Elle a dû rendre son passeport. Elle a dû porter un bracelet électronique. Mais elle a été libre pendant environ 12 heures. En ces 12 heures, Rachel a exécuté son dernier acte de vengeance. Je l'ai découvert quand mon téléphone a commencé à exploser de notifications au milieu de la nuit, des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas, des tags sur les réseaux sociaux de comptes dont je n'avais jamais entendu parler, email après email après email. Rachel avait tout divulgué. Mes dossiers d'aide sociale, qui étaient censés être scellés par la loi. Mon historique médical de quand j'étais adolescente luttant contre la dépression après la mort de mes parents. Chaque photo embarrassante qu'elle pouvait trouver, chaque moment vulnérable que j'avais jamais partagé avec elle en toute confiance, chaque secret que je lui avais jamais confié. Elle avait tout envoyé à tous les médias, à tous les sites de potins, à toutes les plateformes de médias sociaux qu'elle pouvait trouver. Au matin, toute ma vie était un divertissement public. Les gros titres étaient brutaux. La petite amie du milliardaire a un passé secret de maladie mentale. Enfant adoptif troublé, devenue chercheuse d'or. La femme qui a tenté de piéger sa propre sœur. Oui, Rachel avait inversé le récit. Dans sa version des événements, j'étais la criminelle. J'étais celle qui l'avait piégée. J'étais la femme folle et instable qui avait séduit un milliardaire et détruit la vie de sa sœur par jalousie. Et les gens l'ont cru. Les commentaires étaient pires que les gros titres. Des étrangers disséquant mon traumatisme pour se divertir. Des psychologues de salon me diagnostiquant sur la base de dossiers médicaux qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Des gens me traitant de fraudeuse, de menteuse, de chercheuse d'or, de psychopathe. Ethan m'a trouvé assise dans son salon à 3 heures du matin, faisant défiler la haine, incapable de m'arrêter. Lena, il s'est assis à côté de moi, prenant doucement le téléphone de mes mains. « Tu dois arrêter. Il me déteste. Tout le monde me déteste. Pas tout le monde, pas les gens qui comptent. Elle a gagné. Ma voix était creuse. Même de prison, Rachel a gagné. Elle a tout pris. Ma vie privée, ma dignité, mon histoire. Il ne reste plus rien. » Fan resta silencieux un instant, puis il dit quelque chose qui a tout changé. « Là, où est-ce tout? » Je l'ai regardé, confuse. « Rachel a essayé de contrôler votre récit en le cachant, en vous menaçant de l'exposer. Mais maintenant, tout est là. Chaque secret, chaque lutte, chaque moment vulnérable. Elle ne peut plus vous menacer avec ça. Elle ne peut plus l'utiliser contre vous. C'est juste là, public, c'est fait. C'est censé me faire me sentir mieux. C'est censé vous faire réaliser que vous avez un choix. Vous pouvez la laisser définir votre histoire ou vous pouvez la définir vous-même. J'y ai réfléchi à toutes ces années que j'avais passées à cacher mon passé, à cacher mes luttes, à cacher qui j'étais vraiment. Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Rachel avait voulu me détruire par l'exposition, mais peut-être m'avait-elle en fait libéré. J'ai appelé une journaliste le lendemain matin, pas une chroniqueuse de potins, une vraie journaliste d'investigation nommée Patricia Sawyer, qui avait couvert le scandale Harper et Associés pour le Tribune. Je veux raconter mon histoire, dis-je. Toutes, mes propres mots, mes propres termes. Tout le monde veut raconter son histoire en ce moment. La vôtre est plutôt radioactive. Je sais, mais je connais aussi la vérité et je pense que les gens méritent de l'entendre. Il y a eu une pause. Puis Patricia a dit, « Je vous donne 1 heure. Faites en sorte que ça compte. » L'interview a été diffusée 3 jours plus tard. 2 heures de conversation condensée en un segment de 15 minutes qui a d'une manière ou d'une autre tout capturé. J'ai parlé de ma croissance, de la perte de mes parents, des familles d'accueil et du sentiment d'être indésirable, mal aimé, jetable. J'ai parlé de trouver une famille chez les Carter
et ensuite de les perdre à cause de la manipulation de Rachel. J'ai parlé de Marcus et de la grossesse et de la terreur de se faire enlever ma fille, et j'ai parlé de survivre. Je ne suis pas parfaite, dis-je, regardant directement la caméra. J'ai lutté contre la dépression. J'ai grandi en famille d'accueil. J'ai fait de mauvais choix dans mes relations. J'ai fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je suis aussi une combattante, une mère et une survivante. Ma sœur voulait que vous voyiez mon obscurité. Mais l'obscurité n'est que l'espace où la lumière n'a pas encore atteint. Alors voici ma lumière. Je suis toujours debout. La réponse fut écrasante. En quelques heures, le récit a commencé à changer. Les gens partageaient mon interview, partageaient leurs propres histoires de trahison familiale dans raclement de gorge, les familles d'accueil et les luttes de santé mentale. Le hashtag « Elle est toujours debout » a commencé à devenir viral. Je n'étais plus une méchante. J'étais un symbole. Et Rachel, regardant de là où elle se cachait, devait savoir qu'elle avait perdu. Ils l'ont trouvée à la frontière canadienne 3 jours plus tard, essayant de fuir le pays avec une valise pleine d'argent. Elle a été arrêtée sans incident et ramenée pour faire face à son procès. J'ai demandé à la voir avant qu'il ne l'emmène. La visite fut brève, supervisée. Rachel était assise en face de moi dans une combinaison orange, les cheveux non lavés, le visage sans maquillage. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée. « J'avais besoin de te voir une fois de plus, dis-je. Pour te réjouir, pour te dire que je te pardonne. » Son visage se tordit d'incrédulité. « Je ne veux pas ton pardon. Je sais, c'est pourquoi je le donne. Pas pour toi, pour moi et... Tu as suffisamment contrôlé ma vie, Rachel. Mon passé, mes relations, ma réputation. Je reprends la dernière pièce, la partie où je décide ce que je porte avec moi et ce que je laisse derrière moi. Tu es faible. Tu as toujours été faible. Non, Rachel. J'ai survécu aux familles d'accueil. Je t'ai survécu. J'ai survécu à la perte de ma fille et à son retour. J'ai survécu à l'exposition de toute ma vie au monde. Je ne suis pas faible. J'en ai juste fini de laisser ta haine me définir. Je ne cesserai jamais de te haïr. Je sais, et je te plains parce que pendant que tu es assise dans une cellule à revivre tout ce que tu as perdu, je vais vivre, vraiment vivre. Ne pas me cacher, ne pas m'excuser, ne pas prétendre être quelque chose que je ne suis pas. Et cela te fera plus de mal que tout ce que je pourrais jamais dire. Je me suis levé et me suis tourné vers la porte. Lena, la voix de Rachel m'a arrêté. Pourquoi? Pourquoi as-tu le droit de gagner? Tu étais le cas de Charité, la petite orpheline brisée qu'il plaignait. J'étais leur vraie fille. J'aurais dû tout avoir. Je l'ai regardée une dernière fois. Tu avais tout, Rachel. Une famille qui t'aimait, des parents qui ne sont jamais partis, une maison qui a toujours été la tienne. Tu avais tout, et tu l'as jeté parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée de partager. Ce n'est pas ma faute. C'était toujours ton choix. Je suis parti. Elle a crié quelque chose après moi, mais je ne me suis pas retourné. La porte s'est refermée entre nous et c'était fini. Enfin, vraiment fini. 6 mois plus tard, j'ai un nouvel appartement maintenant. Rien de fantaisiste, juste un petit 2 chambres dans un quartier calme avec de bonnes écoles. Les murs sont peints en jaune doux, la couleur que j'ai toujours voulu. Il y a des photos de famille sur les étagères, mais pas les anciennes, de nouvelles photos. Des photos de la famille que j'ai choisie, pas celle dans laquelle je suis né ou adopté. Grace marche maintenant, 13 mois, et elle essaie déjà de courir. Ses jambes potelées la portent de pièce en pièce pendant que je la poursuis, terrifiée et ravie à part égale. Elle a mes yeux et ma persévérance, et elle rit de tout. Ce son joyeux et pétillant qui fait se dilater tout mon cœur. Elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Elle ne sait rien du trottoir ou de la visite du SPE ou de la cellule de prison. Elle ne sait pas que sa mère a presque tout perdu. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle est aimée inconditionnellement et complètement. Et c'est exactement comme cela devrait être.
Je travaille maintenant comme avocate des victimes. 3 jours par semaine dans une organisation à but non lucratif qui aide les mères à naviguer dans le cauchemar des faux rapports de protection de l'enfance et des batailles pour la garde. Je connais le système des deux côtés, je sais comment le combattre. Je sais ce que ça fait d'être seul et terrifié et de se demander si quelqu'un vous croira un jour. Je ne peux pas tout réparer, je ne peux pas sauver tout le monde, mais je peux leur offrir un espace pour leur douleur et les orienter vers des ressources et leur dire la chose la plus importante. Vous n'êtes pas mêlés, vous pouvez survivre à ça. Ça n'en a pas l'air maintenant, mais vous le pouvez. Ethan et moi sommes ensemble, officiellement, publiquement, d'une manière qui me surprend encore parfois. Pas parce qu'il est riche, bien que cela m'ait pris du temps à m'y habituer. Parce qu'il est bon, genuinement, tranquillement bon d'une manière que je ne croyais pas exister avant de le rencontrer. Il n'essaie pas de résoudre mes problèmes ou de me sauver de mes difficultés. Il se contente de se montrer, me prépare du café le matin, exactement comme je l'aime, joue avec Grace jusqu'à ce qu'elle crie de rire, écoute quand j'ai besoin de parler, et s'assoit tranquillement quand je n'en ai pas besoin. C'est à cela que ressemble réellement l'amour après un traumatisme, j'ai appris. Pas de grand geste, pas de sauvetage dramatique, juste quelqu'un qui se souvient comment vous prenez votre café. Être présent sans rien exiger, se montrer jour après jour de toutes les petites manières qui s'additionnent à tout. Diane, la mère d'Ethan, est devenue quelque chose comme une grand-mère pour Grace. Elle passe avec des biscuits faits maison et des conseils non sollicités et des histoires sur Ethan bébé qui le font grogner de honte. Elle m'appelle chérie d'une manière qui me fait sentir que j'appartiens. Je ne savais pas ce que l'appartenance ressentait jusqu'à ce que je trouve ces gens. Jusqu'à ce que je construise cette famille à partir de zéro, par choix, des cendres de tout ce qui a brûlé. Les procès sont terminés. Rachel a eu 15 ans. Son mari a eu 25 ans. Marcus a eu 3 ans. Réduit pour coopération. Bien que j'ai entendu dire qu'il avait été libéré tôt dans un centre de réinsertion quelque part à l'ouest. Je ne pense pas beaucoup à lui. Il fait partie d'un passé que j'ai choisi de laisser derrière moi. Parfois tard dans la nuit, quand Grace dort et que l'appartement est calme, je pense à cette femme sur le trottoir. Celle qui était assise sur le béton froid dans une fine robe bleue, regardant des chaussures coûteuses passer, se demandant si quelqu'un s'arrêterait un jour. Elle fait toujours partie de moi. Elle le sera toujours, mais elle n'est plus seule. J'ai appris quelque chose en traversant tout cela. Quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais 8 ans, nouvellement orpheline, terrifiée, convaincue que le pire était encore à venir. La vérité n'est une arme que lorsque vous en avez peur. Pendant des années, j'ai caché mon passé, mes luttes, ma douleur. Je pensais que si les gens connaissaient les foyers d'accueil et la dépression et toutes les pièces brisées de mon histoire, ils me jugeraient, me rejetteraient, me verraient comme des biens endommagés. Mais Rachel a tout exposé et le monde n'a pas pris fin. En fait, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont vu mon obscurité et ils ont répondu avec la leur. Ils se raclent la gorge, ont partagé leurs histoires, leurs luttes, leur survie. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, j'ai trouvé une connexion dans la chose même que je pensais m'isoler. Si vous êtes au milieu de votre propre cauchemar en ce moment, je veux que vous sachiez quelque chose. La fin n'est pas encore écrite. Quand j'étais sur ce trottoir en travail seul, abandonné par la personne qui était censée m'aimer, je pensais que c'était mon histoire. Femme brisée, fin tragique, tragique. Rien que de la douleur s'étendant pour toujours. Mais ce n'était que la scène d'ouverture. Vous ne savez pas dans quel chapitre vous êtes. Vous ne pouvez pas voir comment les fils se tisseront, comment l'obscurité fera place à la lumière, comment les gens qui vous détruisent deviendront la raison pour laquelle vous découvrirez votre propre force. Alors continuez à lire, continuez à vous battre, continuez à exiger mieux, parce que parfois la personne à laquelle vous vous attendez le moins, y compris vous-même, est celle qui réécrit tout.
Je suis assise sur mon petit balcon maintenant, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Grace dort à côté, ce sommeil profond et paisible des enfants qui se sentent en sécurité. Quelque part dans la cuisine, Ethan essaie de préparer le dîner. Et d'après la fumée d'alarme qui vient de se déclencher, ça ne se passe pas bien. Je ris. Ça fait du bien de rire. Cette femme sur le trottoir, celle qui a imploré un étranger de l'aide, elle n'est pas partie. Elle fait toujours partie de moi. Elle le sera toujours. Elle est la preuve que je peux tout survivre, que je peux m'effondrer complètement et trouver encore un moyen de me reconstruire. Mais elle n'est plus seule, et vous non plus. Maintenant, si des histoires comme celle-ci touchent votre cœur, j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre perspective. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance? Je lis chaque commentaire et vos histoires inspirent le contenu que je crée. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec un ami qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Et si vous êtes toujours là à la fin, laissez un like pour me faire savoir que vous êtes allé jusqu'au bout. Ça aide plus que vous ne le savez. Maintenant, commençons. Transition vers l'histoire. Ils disent que Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez supporter. Debout sur ce trottoir, des contractions déchirant mon corps, regardant personne après personne me contourner comme si j'étais une ordure. J'ai pensé que peut-être Dieu m'avait confondu avec quelqu'un de plus